Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette dernière édition de la Méridienne 2025. C'est toujours avec un petit pincement au cœur qu'on aborde la dernière émission de la campagne, car cela signifie invariablement la fin de la campagne. Néanmoins, elle n'est pas tout à fait terminée, puisque nous avons la chance de recevoir dans ce dernier épisode Grégoire. Bonjour Grégoire. Bonjour Valentin. Alors Grégoire, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour la dernière Méridienne 2025. Avec grand plaisir. Alors toi, Grégoire, tu es aérotechnicien, donc tu t'occupes d'opérations ballons, c'est bien ça, dans des écoles. Tout à fait. Alors tu devais aussi normalement mettre en œuvre un ballon ici au C-Space, on va y revenir un petit peu plus tard, mais est-ce que tu peux nous expliquer déjà un petit peu qu'est-ce que tu fais comme activité avec les écoles au niveau des ballons? Tout d'abord, on va sensibiliser les gens, ce qu'il peut y avoir derrière, toute la technique. Ensuite, on va discuter avec eux sur quelles expériences ils veulent mettre en place et on va les accompagner pour pouvoir développer tous les dispositifs expérimentaux qui nous permettront d'acquérir toutes les données qu'ils souhaitent. Alors un ballon, c'est assez différent d'une fusée à mettre en œuvre. Cette année, il était prévu dans l'HE1. L'HE, c'est bien le terme exact, c'est ça? Tout à fait. Il Lâcher de était ballon prévu sonde. dans l'HE1. Malheureusement, il n'a pas été possible de le faire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi et du coup, quelles sont les problématiques liées à la mise en œuvre d'un ballon? Alors, on est un petit peu comme les Fusex et les Minif, dépendant du temps et principalement du vent. Donc on va regarder quels sont les vents dominants et généralement on essaie d'éviter de lancer au-dessus de 10 à 20 km/h de vent. Donc tu vois, ça peut très rapidement nous limiter. Et cette année, malheureusement, les vents dominants nous amenaient principalement dans les Pyrénées, ce qui aurait beaucoup compliqué la récupération. Alors, les vents dominants, comme le ballon, il monte à quelle hauteur à peu près? Entre 30 et 35 km d'altitude, par comparaison, un avion vole entre 10 et 12 km. Ah oui, donc c'est beaucoup plus haut qu'un avion, c'est aussi beaucoup plus haut qu'une Fusex ou qu'une Minif. Et alors, comment est-ce que vous gérez cette problématique de vent? Puisque j'imagine que les vents sont très différents en altitude qu'au sol. Donc, comment est-ce que vous arrivez à mesurer les vents qui sont très hauts, qui pourraient mettre en péril la mise en œuvre? Alors, on ne les mesure pas nous-mêmes, mais il y a plein de logiciels ou même de sites en ligne qui prennent les données météorologiques jusqu'à 7 jours en avance, qui nous permet de visualiser, de simuler un peu le tracé du ballon. Effectivement, comme tu le dis, généralement, quand on regarde la trajectoire, on va faire des S. On a un premier vent qui va nous emmener dans une direction. Souvent, quand on arrive dans la couche supérieure, donc on passe de la troposphère à la stratosphère, ça va nous renvoyer de l'autre côté et à la redescente, ça nous renvoie un petit peu vers le point où on était. Donc, une trajectoire difficile finalement à connaître à l'avance avec certitude. Est-ce que c'est donc il faut vraiment que toutes les conditions soient alignées sur toutes les strates, on va dire, de l'atmosphère pour que le vol du ballon soit assuré? Tout à fait. C'est pour ça que généralement, on va essayer de viser un lâcher le plus tôt possible pour au moins éviter les vents thermiques qui commencent à se lever vers 10-11 heures, surtout en été. Et alors qu'est-ce qui fait que le ballon, il s'élève dans l'atmosphère? C'est l'hélium, la magie de l'hélium, ce gaz plus léger que l'air qui du coup va emporter notre nacelle. Et cette nacelle qui est accrochée au-dessus, on va avoir un réflecteur radar pour que les aéroports de la région puissent nous voir, ainsi que les avions. Ensuite, on va avoir le parachute. Et ce fameux ballon, donc un ballon en latex qui fait qu'on le gonfle avec à peu près 4 mètres cubes d'hélium au sol. Il doit faire environ 2 mètres de diamètre. Et plus on monte, moins il y a de pression atmosphérique. Et donc plus le ballon se dilate. Il va se dilater jusqu'à un diamètre d'environ 8 mètres. Et là, il finit par éclater. Et donc on descend en chute libre, qui est absolument freiné par rien, parce que quand tu es dans l'atmosphère, on est à peu près à, je crois, le dernier vol, on était retombé à 6 hectopascales. Par comparaison, là, tout de suite, on doit être autour de 1000 hectopascales à ce niveau-là. Et donc, on descend en chute libre, on atteint à peu près les 180-200 km/h avant que les parachutes retrouvent un peu d'atmosphère autour de les 15 km, 10 km, et on freine vraiment bien vers 8 km. Et là, on a à peu près la même vitesse de descente que de montée, 5 mètres par seconde. Ah oui, donc c'est finalement une descente tout en douceur. Tout à fait. Et voilà éclairci le mystère de comment le ballon redescend, puisqu'on l'envoie en l'air grâce à l'hélium et puis personne s'occupe de le faire redescendre. La physique s'en charge pour nous. Alors qu'est-ce qu'on embarque en général dans ces ballons? Alors, très souvent, on veut embarquer une caméra. Déjà, c'est la base, parce qu'on a envie de voir ce qui se passe. On veut voir la courbure de la Terre, un peu tous les champs, les nuages. C'est super sympa de voir toutes les couches que tu peux passer quand il y a un petit peu de nuages. Et ça va dépendre de ce que les jeunes souhaitent mesurer. On va pas se cacher, le grand classique, température, pression, humidité.
et un petit GPS aussi qui nous permet de retracer la trajectoire du ballon. Alors, j'imagine que c'est très, très motivant pour les jeunes qui mettent ça en œuvre de découvrir après les images qui leur sont envoyées. Est-ce que les images sont envoyées en direct ou bien ils les récupèrent après l'atterrissage? Alors, il y a plusieurs versions. Si tu veux faire la version soft, on va juste mettre les GoPro à l'intérieur. Et une fois qu'on récupère la nacelle, on va regarder les vidéos. Quand on est avec des clubs ou des écoles où le niveau est un peu plus élevé, un peu plus vieux surtout, on va pouvoir commencer à mettre en place de la télémétrie. Donc, à la base, juste pour s'envoyer des données et voir à peu près où est le ballon et les données dont on parlait précédemment, température, pression, humidité. Et on peut aussi s'envoyer des photos. Alors, le feed vidéo est assez compliqué, surtout sur les ondes radio, et on perd en plus au bout d'un certain moment. Mais les photos, c'est possible. Donc ça fait des très belles images, j'imagine. Ça motive encore plus les jeunes à lancer ce genre de projet. Alors malheureusement, celui de Planète Science, qui était censé être lancé ici dans la campagne Planète Science CNES au C-Space, n'a pas pu être mis en œuvre. Heureusement, bien d'autres projets ont été mis en œuvre cette année. Beaucoup de fusées, bien sûr, puisque c'est quand même les vecteurs qui sont le plus mis en œuvre. Donc je vous propose de retrouver une petite vidéo qui vous parle des fusées et qui vous donne un petit peu un aperçu de qu'est-ce que c'est qu'une fusée et les différentes étapes de sa vie au cours du C-Space. On se retrouve juste après cette petite vidéo. 4, 3, 2, unité, mise à feu. Pourquoi des étudiants tirent des fusées dans un champ perdu dans le fin fond de la France? Aujourd'hui, nous sommes au C-Space 2025, dans le sud de la France. Plus précisément à Gers, ici, où on a plus l'habitude de voir des vaches chiller. Mais pourtant, depuis 1963, des gens travaillent très dur pour envoyer en l'air leurs projets. Littéralement. Le C-Space, c'est un événement organisé par le CNES, l'Agence spatiale française, et par Planète Science, une association qui donne l'opportunité aux jeunes d'aborder la technologie et la science. Pendant une semaine, des équipes venues de toute la France viennent ici pour faire valider, tester, puis lancer leurs engins. En tout, ça représente plus de 300 étudiants, 50 projets et quelques kilomètres de scotch. Mais ils tirent quoi? Enfin, des fusées, tu l'as déjà dit. Mais ça fonctionne comment? Ici, on fait deux types de fusées, les Fusex et les Minif. Mais au fait, Jamie, c'est quoi une minif? Pour le savoir, je suis allé à la base vie pour voir Hippolyte et Max Maël, qui font des petites fusées. Bonjour, je suis Hippolyte. Bonjour, moi c'est Max Maël, Je fais des petites fusées. je fais des petites fusées, Les Minif. Donc le club Stériden, il s'est créé cette année pour le C-Space, pour l'occasion. C'est juste deux premières, sans l'aide de personne. Notre fusée s'appelle Pléonasme en l'honneur du bac de français qu'on passe 2 semaines juste avant le C-Space. Kiff kiff, un peu plus de pléonasme que de bac de français quand même. Alors moi mon travail c'est de travailler sur la CAO, donc la conception assistée par ordinateur. Donc je fais les pièces en 3D sur mon ordinateur et puis après je les imprime sur mon imprimante. Alors moi je fais tout l'électronique à l'intérieur de cette fusée, donc là on le voit pas mais je vous promets qu'il est là. Alors l'électronique de cette fusée c'est principalement deux cartes, donc il y a la carte séquenceur qui est juste là pour sortir le parachute et la carte du coup de l'expérience qui est là pour récupérer les données de capteur et faire fonctionner la caméra qui dépasse de la fusée. Alors l'expérience de la caméra ça n'a pas pu fonctionner car la carte micro SD était pleine, on avait oublié de la vider avant le vol. En fait, la veille, on a fait un vlog d'1h33 de tous les membres du C-Space juste pour le fun et pour voir comment la caméra se comportait quand elle était pleine. Et on a oublié de l'enlever juste avant le vol. Donc elle a volé avec le vlog. C'est l'école de la vie. Donc on a été... Non, elle repose juste le cage au bout. Ok, c'est super passionnant, mais les Fusex alors, c'est quoi? Pour savoir comment ça marche, je suis pas allé très loin, juste dans le hangar d'à côté, pour aller voir une équipe de choc. Bonjour, je suis Louise. Je suis Mathis. Je m'appelle Louis, Je suis Elliot. je fais des fusées plus grosses. Des Fusex. Depuis plusieurs jours, cette équipe ne dort pas beaucoup, parce que ce qu'ils font, c'est compliqué. Ok, la principale différence, c'est qu'une Fusex, ça va être très souvent beaucoup plus gros qu'une Minif. Donc il y a un critère très particulier, notamment sur le diamètre du tube. Et donc ici, avec une fusée aussi grosse, on est bien une Fusex et pas une Minif. Moi, je suis la chef de projet, c'est-à-dire que je vais gérer l'ensemble de l'équipe. On est une trentaine. Fusex, ça veut dire fusée expérimentale. Les Fusex, c'est des fusées, mais plus grosses. C'est comme un sandwich très cher. Il y a plein de couches, tout est fragile, et si tu la laisses tomber, c'est foutu. On va avoir une première partie qui va être tout ce qui est intégration du moteur. Puis ensuite, toute une partie qui est le parachute, donc c'est notre système de récupération. Ensuite, on aura de l'avionique de bord, donc tout ce qui est électronique qu'on verra après.
et le système de séparation. Et dans le deuxième étage, ça va être le même schéma qu'on va répéter en fait. Moi, je m'occupe de la partie qu'on appelle software, qui va être toute la partie programmer les cartes électroniques. Donc ça va essentiellement consister à débugger les cartes que vont nous fournir la partie élec et à programmer les différents capteurs d'acquisition des données et également traiter ces données après le vol. On a donc un module LoRa qui va nous permettre de recevoir par télémétrie depuis une station sol qu'on avait donc en tant que Jupiter à côté du lancement, toutes les données en direct. La partie électronique, c'est un peu le système nerveux de la fusée. Alors nous, dans notre fusée, on a choisi de mettre des capteurs pour l'effort que vont subir les cordes au moment du déploiement du parachute. On a aussi des accéléromètres et gyroscopes, donc des centrales inertielles. On a aussi des baromètres, tout un tas de capteurs. On les a soudés, on les a testés, et après il fallait des fois débugger, refaire des commandes, tout ça, et c'est du coup du 100% fait maison. Une fois que les fusées sont prêtes, elles passent au contrôle. Ici, on contrôle des fusées. 3, 2, 1, vas-y, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Quand tout est OK, les étudiants peuvent aller sur le pas de tir, le vrai, et enfin lancer leur fusée. Vous voyez que les lanceurs sont en train de revenir en zone. Alors certes, les étudiants n'ont pas marché sur la Lune, mais ils ont fabriqué des fusées, en équipe, avec leurs mains et parfois un peu de scotch. Et ça, c'est déjà pas mal. Cette petite vidéo qui nous en a pris un petit peu plus sur les fusées. Alors je tiens à préciser que nous avons eu une matinée de lancement qui était optimale, puisque nous avons eu que des lancements nominaux cette matinée. Elle a commencé tôt, mais ça valait le coup. Alors, on a vu effectivement les fusées à mettre en œuvre, c'est toute une logistique, c'est tout un déploiement de moyens nécessaires. Alors comme le ballon malheureusement n'a pu être mis en œuvre, tu t'es beaucoup occupé de la logistique sur cette campagne. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les nombreuses tâches du pôle logistique sur une campagne de cette ampleur? Oui, oui. Alors la logistique, c'est ça qui est intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce poste parce que tu vas pouvoir passer un peu partout et tu donnes un peu des coups de main à droite, à gauche. Donc ça va être des tâches extrêmement variées, comme ravitailler les équipes en pack d'eau pour pas qu'elles meurent de soif et de déshydratation sur la ZAS. Ça va être d'apporter les repas pour ceux qui travaillent entre midi et 2, et des tâches tout aussi diverses que ramener ce canapé, par exemple, pour l'émission de la Méridienne. C'est vrai. D'ailleurs, on en profite pour remercier Monique. Monique pour votre canapé qui est devenue une star d'Internet. Sans vous, cette émission n'existerait pas. Donc un grand merci à vous, Monique. Et elle fait, en plus, il fait ce canapé le bonheur des bénévoles entre toutes les Méridiennes. C'est vrai. On est obligé de se lever au moment des lancements pour des raisons de sécurité, mais j'avoue qu'un petit vol depuis le canapé serait fort sympathique. On en profite le soir. Non, mais plus sérieusement, oui, ça nous permet d'être en contact avec tout le monde et de pouvoir voir vraiment les dessous du Seaspace et vraiment de rendre service à tout le monde pour que tout se passe du mieux possible. Une autre tâche, celle avec laquelle on commence généralement, c'est les navettes. On commence par aller chercher les participants, aller chercher des bénévoles à la gare, à l'aéroport, les VIP aussi pour qu'ils puissent tous assister. Donc toutes ces tâches font de toi une personne extrêmement appréciée sur la ZAS, puisque tu nous apportes l'eau, tu nous apportes la nourriture, tu nous apportes des petits bonbons, des choses comme ça qui font toujours plaisir dans les moments difficiles qu'on passe. Donc c'est finalement, alors c'est un rôle qui est difficile parce que tu es tout le temps en déplacement, tout le temps sollicité à droite à gauche, mais finalement extrêmement gratifiant. Je pense qu'il est possible que tu n'aies pas d'ailleurs la reconnaissance qui t'est due parce qu'on est tous dans le jus, mais c'est un rôle extrêmement important puisque tu participes vraiment à la bonne ambiance et la bonne condition à la fois des équipes de lancement et des clubs. Je pense que quand même c'est quelque chose qui se ressent dans ce poste-là. Je sais pas ce que tu en Oui, penses. tout à fait. Les gens sont généralement très contents de te voir quand tu leur ramènes à manger ou à boire. C'est le nerf de la guerre, c'est le bas de la pyramide de Maslow. Voilà. Une fois que tu as ça, tu es heureux. Mais on ne fait pas juste ça pour la gratitude, on fait ça parce que c'est sympa aussi. Je suis quelqu'un qui aime bien bouger et tu as toujours des missions diverses à droite à gauche. Alors, le retour du bâton, le revers de la médaille, c'est que tu ne peux pas forcément assister à tous les lancers. Et puis des fois, même les lancers t'empêchent de repartir parce que tu arrives, bam, on te bloque en zone rouge, tu ne peux pas repartir tout de suite alors que tout le monde t'attend à droite et à gauche. Mais non, ça en fait un pôle
très intéressant, très dynamique. L'équipe qu'on a pu avoir, hein, donc je remercie beaucoup Alex, Peter, Corentin, et puis tous les autres bénévoles aussi qui se sont greffés et qui nous ont donné des coups de main. Tout le monde est toujours prêt. Même les clubs aussi nous ont énormément aidés dans toutes nos tâches. Dès qu'ils voient qu'il faut décharger un camion ou alors recharger un camion, il y a toujours des petits anges gardiens, des samaritains, des bons samaritains pour nous aider. Et c'est ça qui fait la belle ambiance de ce C-Space. Mais tu l'as dit, on ne peut pas tout faire toujours pour la gratitude. Donc bien entendu, nous avons, comme tous les jours, une page de publicité qui nous attend pour renflouer les caisses de la Méridienne. On se retrouve juste après cette petite pause. Salut, c'est Thomas Blumstein. Vous voulez savoir combien vaut votre fusée? Allez sur vendezvotrefusée.fr. Rentrez simplement les détails de votre fusée et recevez rapidement son prix de vente. Et vendez ensuite votre fusée lors d'une de nos campagnes de lancement. On s'occupe de tout. Mon conseil, obtenez votre prix de vente sur vendezvotrefusée.fr. Ça se patrole, à partir de 15 990 €. Et retour en plateau de la Méridienne après cette courte page de publicité. Alors, vous avez vu que nous ont rejoint sur ce plateau nos invités pour la dernière émission, donc Paul et Hugues du Club ESO. Bonjour Paul. Bonjour. Bonjour Hugues. Bonjour. Alors, vous êtes venu avec votre projet. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre projet? Vous avez déjà volé? Comment ça s'est passé? Alors, notre projet s'appelle Bibi. C'est une fusée biétage de catégorie Minif. Donc, c'était le calibre le plus petit des fusées. Et nous avons volé 2 fois au C-Space cette année. Comment se sont passés les 2 vols? Alors, le premier vol passif, donc on a mis un moteur fictif au 2e étage avec la même masse. Il s'est très bien passé. La séparation a eu lieu au bon moment. Et nous avons pu tester notre système inflammateur. Tout s'est bien passé. Nous avons également fait un 2e vol qui malheureusement n'a pas amené à l'allumage du 2e moteur, mais la récupération s'est bien ouverte au bon moment et nous avons pu récupérer nos deux étages que vous voyez devant vous. C'est déjà une bonne chose. Je crois que vous avez une petite vidéo du vol, c'est bien ça? C'est ça. Eh bien, on la regarde tout de suite, on revient juste après. Eh bien, ce sont de belles images qu'on a là. C'est pas souvent qu'on passe des images de lancement dans la Méridienne, mais c'est avec plaisir. Alors, votre mini-fusée, c'est une mini-fusée biétage, du coup. Vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une biétage? Oui, tout à fait. Donc une fusée biétage, donc là, catégorie mini-fusée, donc c'est propulsé par 2 Pro 24, donc des petits moteurs Pandora. Et donc la spécificité d'une biétage, comme son nom l'indique, c'est qu'il y a 2 étages. Donc le premier étage qui va être d'abord propulsé par le premier moteur. Ensuite, on va avoir une phase de séparation des 2 étages. Donc là, il y a toute une phase de développement d'un système de séparation. Donc on a passé pas mal de temps durant l'année à développer ce système. Et une fois que les 2 étages sont bien séparés, on a dans notre code une vérification, notamment donc, que les étages se sont bien séparés, de l'angle de la fusée au moment de la séparation. Et on va donc ensuite pouvoir allumer le 2e étage de notre fusée. Alors, je vois que visuellement, moi, j'ai pas l'impression de voir un haut et un bas parce que je vois des ailerons sur les 2 parties. Donc, c'est difficile à faire la différence. Alors, j'imagine que vous avez du coup des ailerons en partie milieu, partie moyenne. À quoi servent les ailerons de la partie haute, si on peut dire? Tout à fait. Donc là, vous voyez les 2 étages de la fusée. Donc, on a retiré l'ogive du 2e étage pour pouvoir la démonter plus facilement. Mais les ailerons du 2e étage permettent donc de reformer une nouvelle fusée. Finalement, c'est comme si on avait une mini-fusée,
mais une fois séparés, donc ça forme cette nouvelle fusée. Et donc il est nécessaire d'avoir des ailerons, notamment pour la stabilité de cet étage. Et alors, est-ce que le fait que le premier étage n'ait pas d'ogive, du coup, puisqu'il y a, pour le coup, il n'y a qu'une seule ogive, est-ce que ça influe sur la stabilité, ça, du premier étage, une fois séparé du deuxième? Donc on a regardé la stabilité de notre étage dans le logiciel Stabtrage qui est fourni par Planète Science et le CNES. Et donc cet étage est stable, même sans avoir l'étage supérieur fixé dessus. Et donc comme la phase propulsée est vraiment très courte, il n'y a pas besoin d'ogive à ce moment-là sur cet étage. Donc finalement, ça fait un petit peu comme deux petites mini-fusées, un petit peu indépendantes. Donc c'est un projet qui est difficile, on l'a vu, à mettre en œuvre. On en a eu quelques-unes autres qui sont passées dans l'émission, mais c'est toujours des projets intéressants. Vous le savez maintenant, c'est un rendez-vous quotidien depuis le début de la Méridienne. Ça va être l'heure de retrouver notre envoyé spécial Thomas Blumstein, qui est toujours sur la brèche. Donc Thomas, je crois que tu te trouves en ce moment sur l'Alsace. Est-ce que c'est bien ça, Thomas ? Valentin, nous nous retrouvons donc pour cette dernière méridienne, ce dernier jour de lancement. Et je suis cette fois accompagné d'un membre de club. Ouais. Bonjour Kyrian, comment vas-tu? Bonjour, je vais super bien. Tu vas super bien? Cette dernière journée de lancer. C'est bien, c'est bien. Et t'as lancé ta fusée aujourd'hui ou t'as lancé plutôt toi? Non, j'ai lancé mardi en premier, mardi à la première heure, à 9h30. Premier lancement de mardi. Ouais. Ça s'est bien passé? Oui, très beau vol nominal. Très beau vol nominal, parfait. C'était une fusée ou une minif? Une minif. Une minif? Ouais. C'était quoi son nom? Ensteret. Ensteret, C'est très du bien. breton. Oui, d'accord, très bien. Oui, bah, effectivement, si vous ne le voyez pas, sur son badge, il y a marqué qu'il vient de Brest. Oui. Ceci explique cela. Exactement. Comme je le disais, nous avons donc eu une très très belle semaine de lancement. En plus, le temps est avec nous, à part le premier jour où ça a été un petit peu compliqué quand même. C'est pour ça qu'on n'a pas lancé, nous. Et bah oui, voilà, il y a beaucoup de gens qui étaient dans ce cas, mais globalement, sinon, c'était très bien. Franchement, j'ai passé un très beau C-Space. Je sais pas toi. C'était ton premier C-Space? Oui. Tu reviendras? J'espère. T'espères? Ouais. Ça, c'est la bonne réponse. Je vais te poser quelques petites questions? Oui. Allez. Est-ce que tu préfères... Alors, c'était pas prévu, mais je pense que du coup, je vais avoir un petit peu ta... Enfin, on a déjà un peu eu la réponse à la première question. Est-ce que tu préfères... Est-ce que tu préfères être le premier ou le dernier lancement? Franchement, je préfère être le premier. Le premier? Parce que quand on est le dernier lancement, on ne sait pas si on va lancer. C'est vrai que ça peut arriver, l'année dernière c'est arrivé que certaines fusées ne puissent pas les lancer parce que il faisait moche. Et donc les conditions météo n'étaient pas réunies, on n'a pas pu tout lancer. Cette année je pense que ça va pas être pareil du tout, donc ça c'est vraiment bien. Ouais. C'est vraiment tant mieux. Est-ce que tu préfères les badges orange ou les badges bleus? Ma couleur préférée c'est le bleu, donc je dirais les... Tu dirais badge bleu? Ouais. Mais peut-être pas ce badge orange un jour. Peut-être. Peut-être, qui sait. Mais inverser les couleurs dans ce cas-là, dire que les bénévoles sont bleus. Ah, ça peut peut-être se négocier, après c'est une longue tradition. Hein. Ok. Plutôt Elec ou Mecha? Mecha. Plutôt Mecha, toi? Plutôt Mecha, ouais. Eh bien, je crois qu'on a eu plusieurs personnes qui étaient Elec, moins de personnes qui étaient Mecha, je crois. Donc tant mieux, tu réétablis un petit peu la balance. Exactement, faut être original. Exactement. Plutôt Fusex ou Minif? Moi, je suis dans la simplicité, je dirais Minif. Ok, si tu refais un projet, ce sera plutôt une Minif ou tu partiras quand même sur une Fusex? Faut un petit peu d'évolution, une fois qu'on a fait une Minif, une Fusex, c'est pas mal. Après, ça peut être une Minif aussi un petit peu plus compliquée, qui a plus d'expérience éventuellement. Ça arrive des Minifs avec des expériences. C'est ce qu'on a fait, mais une Fusex, pourquoi pas. Après, une Fusex, pourquoi pas. Il y a d'autres On projets, est ouvert à toute solution. Ouais. Ça peut aussi être un CANSAT. Exactement, ça peut être un CANSAT. Plutôt un petit déj en ZAS ou en base vie? En base vie. En base vie? En base vie, il y a plus de choses. C'est vrai que c'est plus simple, on a des chaises, Exactement. on a des tables. Et enfin, dernière petite question, tu préfères dormir ou lancer? Non, dormir. Faut Dormir quand même rester même. sur des bases solides, on va dormir. C'est vrai que si vous n'avez pas assez de sommeil, les fusées ne volent pas. Ouais, et surtout, par exemple ce matin, moi, au lieu de venir à 7h, j'ai dormi, donc... Un homme sage. Voilà, et honnête. Et honnête. Merci à toi. Merci à vous, les studios. Et on se retrouve l'année prochaine peut-être. Oui, espérons. Espérons-le. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Alors, toujours une petite interview amusante de notre envoyé spécial Thomas Blumstein. Alors, on l'a vu, Thomas a demandé à son invité plutôt premier lancement ou dernier lancement. Vous avez revolé donc juste ce matin, donc c'est vendredi matin, c'est un petit peu dernier créneau de vol. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que le stress est d'autant plus présent?
Bah, c'est sûr que plus le C-Space avance, plus on se dit est-ce qu'on va avoir le temps de lancer, est-ce que les qualifications vont avoir lieu dans le bon temps. Donc c'est vrai que plus le C-Space avance, plus il y a cette angoisse et ce stress qui augmente. Donc c'est vrai que le plus tôt on qualifie, le plus tôt on lance, le plus serein on est. Donc naturellement je dirais que le plus tôt on lance, le mieux c'est, quoi. Donc plutôt team premier lancement. Alors, vous avez récupéré la fusée par 2 fois. On voit qu'elle s'en est pas tout à fait sortie sans mal pour la deuxième fois. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu quand même de l'électronique de cette fusée et des différents systèmes qui la composent? Alors ici, nous avons le bloc avionique du deuxième étage. Ce système comporte deux microcontrôleurs qui sont totalement indépendants, donc qui sont sur 2 systèmes électriques. Cela est imposé pour le cahier des charges pour des raisons de sécurité. On a aussi ici en dessous un deuxième circuit imprimé qui permet de allumer le deuxième étage une fois qu'il aura reçu l'ordre du microcontrôleur. Et cet ordre est donné en fonction de différents paramètres que Hugues nous a évoqués précédemment. Je serais curieux, comment tu allumes le deuxième étage? Alors, il y a un ordre qui est envoyé par le microcontrôleur à des relais mécaniques, donc des SSR, qui laissent le voltage et le courant passer jusqu'à l'inflammateur qui se situe en dessous de la fusée, enfin, au niveau du propulseur. Voilà. Alors, on voit que la fusée porte sur elle un petit peu les marques de son vol. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pour l'instant, on n'a pas eu de vidéo concrète, mais de ce qu'on a pu voir lors de... Ça sera plus simple là comme ça. Lorsqu'on a pu... quand on était allé récupérer la fusée, on a vu que la suspente du parachute avait mangé dans la fibre de verre. Donc il y a une belle rupture de bien 90 degrés sur la structure. Donc cette peau ne revolera pas, mais sera exposée très certainement dans les locaux de l'Estaca et de l'ESO. Mais donc voilà, il y a eu un léger problème là-dessus sur la récupération. Alors on voit en fait, ça n'a pas l'air comme ça, mais il y a de grosses contraintes qui s'exercent sur la fusée au moment notamment de l'éjection du parachute. Ça fait du coup une fusée qui doit être extrêmement robuste pour ce genre de problématiques. C'est un petit peu, d'ailleurs les ballons j'imagine c'est pareil puisque ça monte très haut en atmosphère. Alors c'est pas les mêmes contraintes j'imagine. Pour toi c'est plutôt des contraintes de température, de ce genre de choses. Comment tu vois les contraintes qu'ils ont eux par rapport à ce que tu as toi, qu'est-ce que ça t'inspire? C'est vraiment extrêmement différent parce qu'eux, ils ont des contraintes mécaniques. Moi, c'est le contraire. Il faut que je sois super fragile. Tous les câbles qu'on a, toute la nacelle qu'on a, tout doit être très fragile pour que si jamais... Alors, ça n'arrive pas normalement grâce à tous les contrôles, on appelle la tour de contrôle, etc. Mais si jamais ça devait toucher un avion, ça doit se casser directement pour ne pas l'abîmer. Moi, ma principale contrainte, c'est l'isolation thermique. Parce que je vais passer dans la phase ascendante, on va passer par du moins 50 avant de se stabiliser à moins 30 degrés. Donc, je dois protéger l'électronique et les batteries surtout pour que ça puisse continuer de marcher. Possible, ça c'est pas du tout quelque chose qui vous parle, j'imagine, pour un projet comme le vôtre. Malgré la fragilité, malgré la solidité, pardon, il a quand même tenu le choc et vous avez quand même récupéré des données. Vous en êtes quand même fier de ce projet, j'imagine, de l'avoir lancé 2 fois. C'est un beau projet. Bah ouais, tout à fait, on en est très fiers parce que c'est un projet qu'on a développé tout au long de l'année. Et donc on est très fiers de voir l'aboutissement de cette année de travail. Donc déjà de faire un vol passif doublement nominal, c'était une grande fierté. Et là, le fait de pouvoir relancer ce matin, c'était vraiment le summum du bonheur. Et on vous en félicite, puisque effectivement 2 vols avec 2 fois une récupération, un beau projet comme ça qui a pu revoler, c'est vraiment des projets inspirants, ça participe à avoir une très belle matinée de lancement finalement. Ça a été aussi également une très belle campagne en entière de lancement avec beaucoup d'émotions. Et beaucoup d'émotions ici également en plateau, puisque va venir l'heure de conclure ce dernier épisode de la Méridienne 2025. Alors bien sûr, il y a énormément de gens à remercier, en premier lieu nos invités de cette émission qui ont accepté de venir en plateau, mais également le CNES qui organise cette campagne chaque année avec un indéfectible soutien. Indéfectible soutien également du premier HP dont le lieutenant Mehdi hier est venu vous exposer les rôles et les missions. Bien entendu, Planète Science et tous ces bénévoles qui organisent cette campagne avec assiduité et avec passion chaque année pour les étudiants. Et bien sûr, l'équipe de l'ombre que vous ne voyez pas puisqu'il s'agit de la régie. La régie que vous voyez derrière moi, toutes ces personnes sans qui l'émission ne pourrait avoir lieu chaque année, je leur dois vraiment une fière chandelle car sans eux, je ne serais rien. Alors bien sûr, encore une très belle campagne.
de beaux projets, des rêves, de la passion. C'est ça qui fait l'ADN du C-Space chaque année. C'est pour ça qu'on revient, c'est ça qu'on aime. Alors pour moi, je vous dis à l'année prochaine. Je serai heureux de vous accueillir. Et vraiment, je vous dis à l'année prochaine pour de nouveaux projets, de belles émotions. Et bon vol à toutes et à tous. Merci, c'était Valentin pour la dernière Méridienne 2025. Bon vol.